Donc, on va parler maintenant plateformisation, parce qu'on est dans la continuité des sujets qui ont été abordés toute cette journée, avec la présentation des conclusions de travaux que l'on a menés au sein de Finance Innovation. Donc, ce sont des groupes de travail qui ont rassemblé l'écosystème du pôle et qui ont permis du coup d'identifier un certain nombre de ce qu'on appelle les fameux DIP, donc les domaines d'innovation prioritaires, qui sont certaines tendances clés qui émergent de l'écosystème, qui sont bien sûr partagées par les membres du pôle et qu'on restitue dans le cadre d'une étude. Donc, ce groupe de travail a été animé par PwC, qui est partenaire du pôle et qui a mené ses travaux brillamment et nous a fait une très très belle étude. Donc vraiment, je les remercie pour la qualité du travail, la qualité de l'animation et la qualité du rendu final. Donc pour commencer, on va passer directement la parole à Pauline pour que tu nous fasses une petite présentation de cette étude. Merci Nicolas pour l'intro. Alors peut-être, on a beaucoup parlé durant cette journée de la plateformisation, mais peut-être juste pour refixer un petit peu les définitions pour ceux qui n'ont pas assisté à l'ensemble de la journée. La plateformisation, et c'est vraiment le résultat du groupe de travail, c'est d'abord un modèle, c'est un modèle d'affaires qui génère de la valeur en connectant des producteurs et des fournisseurs à des consommateurs ou des utilisateurs. Et en fait, ça repose sur une architecture technique qui est ouverte, avec des API, donc des interfaces, qui permettent d'effectuer des échanges et des transactions. Alors évidemment, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Les modèles de plateforme représentent vraiment des sources importantes d'opportunités dans d'autres business. Hein. On ne va pas citer les Airbnb, les Ping An, les Alibaba, etc. On voit qu'il y a de nombreux acteurs, évidemment, qui s'emparent de ces business models. Dans le secteur des services financiers, c'était d'abord la banque, avec tout ce qui était open banking, et des acteurs dans l'assurance, maintenant, rentrent finalement sur ce modèle en choisissant finalement des verticales. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des verticales qui ont pas mal de succès autour de la plateformisation, notamment tout ce qui tourne autour de la mobilité, de la santé, du voyage, mais pas que. Alors, déjà, premier constat, hein, et c'est ce que montre notre étude, c'est que, une fois qu'on a dit ça, les assureurs ont pris quand même beaucoup de retard, faut se le dire, hein, même si on va parler du sujet. Et on a 90% des acteurs de l'assurance qui ont participé au groupe de travail qui nous disent que la plateformisation, ça revêt une importance très élevée, voire critique dans la stratégie de leur entreprise. Mais ils sont seulement 36%, donc 90% qui disent que c'est critique, et 36% qui nous disent qu'ils ont une stratégie claire autour de la plateformisation, ce qui montre un petit peu le décalage. Il y a 5 grands défis qu'on peut, je pense, pour résumer un petit peu les key takeaways de notre étude, il y a 5 grands défis qui ont été mis en avant et qui expliquent ce retard. Le premier point, c'est qu'évidemment, si on veut rentrer sur des modèles de plateformisation, il faut avoir une approche très structurée des écosystèmes et donc définir la valeur ajoutée en tant qu'assureur qu'on veut apporter dans son modèle de plateformisation, à la fois pour des clients, donc ça on peut dire que ça devrait être business as usual pour des assureurs de se poser la question de la valeur ajoutée pour les clients, mais aussi la valeur ajoutée pour les partenaires. Et ça, c'est un mindset un petit peu différent. Et cette valeur ajoutée, elle peut être évidemment dans le cadre de l'assurance, mais pas que. Elle peut être aussi en dehors des frontières classiques de l'assureur. Donc ça, c'est une première difficulté, un premier exercice où tout le monde n'est pas forcément très, très, très aguerri. La deuxième chose, c'est qu'il faut évidemment avoir une stratégie de screening très structurée des partenaires. Et ça, ça veut dire, être très, très proactif autour des partenariats. Et 2, c'est aussi avoir une stratégie de screening des leviers, d'identification des leviers qui vont permettre de favoriser l'innovation. Le deuxième élément qui explique, le deuxième défi auquel ils doivent répondre, c'est d'embarquer le sponsorship, le top management de l'entreprise. Ils sont 90% de nos assureurs à nous dire
que c'est juste fondamental pour réussir leur stratégie de plateformisation. Et donc, le défi, évidemment, c'est de pouvoir acculturer ce sponsorship à ces sujets. Donc, certains sont très nativement acculturés à ça, et puis d'autres, pas du tout. Le troisième défi, il est un peu, galvaudé, mais il est réel. C'est évidemment le défi, les contraintes technologiques. Je ne vais pas reparler ce qui a été dit autour des legacy, et on va en parler là. Mais grosso modo, c'est souvent pas très compatible avec des approches de plateformisation, des approches très techniques. Le quatrième point qui est quand même important, c'est le fait que finalement, pour réussir sa stratégie de plateformisation, il faut mettre en place des changements culturels et organisationnel, puisqu'évidemment, il y a des nouveaux métiers, des nouvelles compétences, des nouveaux modes de collaboration et même de gouvernance qui sont évidemment intrinsèques. Et ils sont 75% à nous dire qu'ils s'attendent justement à de grands changements organisationnels et culturels, qui sont évidemment pas forcément évidents à mettre en place. Et d'ailleurs, ils sont 67% à nous dire qu'ils ont déjà modifié leur politique de recrutement en vue justement de se préparer. Donc, au final, ce qu'on voit, c'est que finalement, l'arrivée des plateformes, elle est en marche. C'est pas juste un concept. C'est des nouveaux modèles de création de valeur qui sont en train d'arriver. On voit que les frontières traditionnelles entre les différents secteurs s'effacent peu à peu et que grâce à justement la plateformisation, finalement, cela va permettre d'interconnecter des réseaux d'acteurs à l'assurance et donc, in fine, de créer de nouveaux besoins. Voilà rapidement les points clés. Merci beaucoup Pauline, c'est très clair et très en continuité avec ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Alors je me tourne du coup vers Eric, qui est porteur d'une solution technologique innovante qui implique forcément un certain niveau de maturité et de plateformisation pour tes clients en face. Et alors, toi, quand tu es en face de tes clients, quel est ton ressenti justement sur le niveau de maturité qu'ils ont et par rapport à ce que disait Pauline, est-ce qu'ils arrivent justement à concrétiser ces choses-là ? Je fais écho à toutes les conclusions de l'étude sur la difficulté, à percevoir ce qui est en train de se passer dans tout un tas de secteurs d'activité qui se plateformisent. Si aujourd'hui, par exemple, on travaille dans l'immobilier, ignorer que la plus grosse agence immobilière de France, elle s'appelle IAD, Immobilier à domicile, qui fédère 17 000 conseillers indépendants qui vendent des biens, on est en train de louper quelque chose qui est en train de se passer dans le secteur de l'immobilier. Quasiment tous les secteurs d'activité connaissent cette plateformisation. Et donc, souvent, les assureurs sont démunis par rapport à ce que requiert le fait de servir ces plateformes en termes de technologie, en termes d'approche client, en termes d'intégration, en termes d'ouverture d'esprit, d'intégration dans les écosystèmes. Et donc, la plateforme de Plus Simple a permis à 25 de ces assureurs avec lesquels on travaille de saisir ces opportunités et travailler sur ces sujets. On a été obligé de digitaliser quasiment l'intégralité de la chaîne de valeur pour le compte de ces assureurs qui n'étaient pas prêts. Il y a quelques exceptions et il y a une exception notable et quelques exceptions supplémentaires. L'exception notable, c'est ce qu'a fait Wacam, donc ex La Parisienne, qui a vu en fait cette évolution de fond avec la nécessité de créer une plateforme d'insurance as a service et de permettre à tout un tas de nouveaux acteurs, c'est eux qui sont derrière Luco, c'est eux qui sont derrière Zego, c'est eux qui sont derrière une foultitude d'insurtech, parce qu'ils leur ont donné les outils qui ont permis en fait à ces néo-assureurs ou nouveaux acteurs de devenir des acteurs du domaine de l'assurance. Et donc très vite, ils ont compris que c'était une question de technologie, une question de marketing et de produits, et une question de logique de business dans l'intégration avec eux. Donc Wacam, c'est sans doute l'exception qui confirme la règle et qui inspire d'ailleurs dans les réflexions actuelles un certain nombre de patrons en fait, de grandes boîtes d'assurance sur vers quoi on doit évoluer. Après, il y a d'autres acteurs qui ont des mentions honorables et sans être là dans une distribution de bons points.
mais je pense notamment à l'équité, qui, avec des moyens beaucoup plus réduits, a réussi un travail absolument formidable, justement dans l'équipement d'un certain nombre de ces nouveaux acteurs pour leur donner les outils pour se développer. Et ils avaient peut-être moins de techno, mais ils avaient plus de stratégie, d'ouverture d'esprit qui leur a permis en fait de travailler comme ça. Puis après, il y a d'autres acteurs qui commencent à se développer, mais effectivement, la maturité est faible et on sent que le besoin en fait, d'évolution est fort. Merci Eric. Et alors, du coup, on sent que ce besoin de plateformisation, il ouvre un certain nombre d'opportunités et que les assureurs, les acteurs traditionnels, ils ont du mal. Et on voit du coup une émergence d'acteurs type Néassureur qu'on a vu aujourd'hui et qu'on voit de plus en plus. Alors Magali, toi qui as beaucoup travaillé sur ces sujets, pour toi, quelle est l'attitude des assureurs traditionnels à avoir face à ces néo-assureurs et ces nouveaux acteurs ? Nicolas, moi quand j'ai monté le fonds de corporate venture de CNP Assurance, on avait investi dans Alan, on était les premiers. Et bien la réunion suivante à la FFA, certains assureurs m'ont pris de côté et m'ont dit « tu as fait rentrer le loup dans la bergerie ». Et ça remonte quand même à quelques temps, mais je dois dire que ma réponse elle est toujours la même. Je pense que c'est la collaboration vraiment entre les deux forces de néo-assureurs et assureurs traditionnels, et j'en suis encore persuadée. Pourquoi ? Bien parce que les assureurs, donc dans le panel, j'ai été choisie pour celle qui chatouille les assureurs. Donc j'espère que vous aimez les chatouilles. Donc, oui, on aime bien. Donc alors d'abord je vais faire des compliments. Donc les assureurs, il y a on a plein de forces forcément. On a la force financière. On connaît notre métier et c'est un vrai métier, l'assurance. On a des process rodés avec les réassureurs, les assisteurs, les banquiers, tout ça, on sait faire. On a des équipes qui sont qualifiées. Voilà, on a plein de choses extrêmement positives, mais quand même, il nous manque 2-3 trucs pour être vraiment adaptés au monde d'aujourd'hui. Je pense à la vitesse, je pense à l'agilité, je pense à la capacité à se remettre en cause, je pense à la gestion de risque. Alors c'est bizarre pour des assureurs, mais moi j'ai connu beaucoup d'assureurs qui étaient plus averses au risque que gestionnaires de risque. Et je pense aussi, ce qui nous manque, c'est la confiance du client, notre image. On subit encore beaucoup ça, alors qu'on a un rôle sociétal qui est de première nécessité, puisque voilà, on parle comme ça maintenant. Donc ça, je pense que et un engagement des équipes peut-être à améliorer. Et bien tout ça, je pense qu'avec la plateformisation, c'est une opportunité incroyable justement pour les assureurs, pour à la fois s'adapter aux nouveaux usages et en même temps booster économiquement l'entreprise et être présent dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Alors, puisque c'est si génial, pourquoi on n'y arrive pas ? Alors donc là, du coup, j'ai essayé de lister. Donc j'ai quatre points. Donc moi, je pense, enfin en tout cas, ces 4 points, ils concernent des postures d'ouverture et d'innovation qu'il faut vraiment épouser, je dirais sincèrement et entièrement dans l'entreprise, c'est-à-dire à tous les niveaux. Parce que c'est des vraies barrières à l'entrée pour la plateformisation. Et clairement, si certaines directions ne rentrent pas là-dedans, eh bien, il y a des refus d'obstacles de toute façon, que ça soit au départ ou plus tard dans le développement. Et ça peut être catastrophique. Donc, mes 4 points. Donc, je pense qu'avec la plateformisation, il faut mettre à disposition des clients des plateformes de services en dehors de notre cœur de métier. C'est-à-dire travailler avec d'autres acteurs. Et on peut quand même se le dire, on est entre nous, c'est déjà dur de travailler avec des assisteurs, des banquiers, des réassureurs. Alors vous imaginez bien avec des métiers où on ne parle pas du tout le même langage, qu'on n'a pas du tout la même approche du business. Tout ça, c'est un défi à relever. Deuxième point, c'est partager des données en toute sécurité avec l'extérieur et via le cloud. Alors ça, moi, j'ai connu beaucoup...
je parle avec beaucoup d'assureurs, eh bien, c'est très, très compliqué. Déjà, en interne, c'est compliqué de casser les silos entre deux directions. Moi, j'ai vu planter un projet juste parce qu'il fallait partager des données entre deux business units. Donc là, avec l'extérieur et en plus via le cloud, affreux. Troisième point, s'engager avec des producteurs indépendants, plus petits, plus fragiles, plus nombreux et plus diversifiés. Donc, ben oui, la start-up, elle n'a pas 3 ans de trésorerie. Et ben oui, la start-up, elle est en dépendance économique. Et ben tout ça, ça ne rentre pas du tout dans les cases de sélection des partenaires, des directions, des achats et des risques. Donc, il faut accompagner aussi ces directions-là. Et dernier point que je voulais soulever, c'est s'appuyer largement sur des nouvelles technologies et apaiser son système d'information. Et dans nos entreprises, eh bien, la DSI, déjà, elle a un gros job, c'est maintenir à flot le legacy. Et Dieu sait que c'est un sacré bazar, un millefeuille, pas toujours très bon d'ailleurs. Et puis une liste de projets en attente immense. On a tous connu les lots 12.3 qu'on attend depuis je ne sais pas combien de temps et qui n'est toujours pas choisi cette année. Voilà. Donc voilà, ça, c'est des sacrés défis. Et du coup, ce que je me suis dit en tant qu'ancienne Chief Digital Officer, c'est qu'avant, c'était un peu le métier star, Chief Digital Officer. Et maintenant, donc, faut changer, faut évoluer. Et je vois 4 nouvelles pistes pour les Chief Digital Officers et qui sont complètement en accord, je pense, avec la plateformisation de notre secteur. C'est 1, la data et la tech. 2, les partenariats, parce qu'il y a une galaxie de trucs tout bizarres, tout nouveaux à manager. L'expérience client et le dernier, le change management, qui moi, me tient à cœur. Voilà. Merci beaucoup Magali. Et tu as mentionné effectivement les enjeux technologiques, les DSI. Donc Brahim, je me tourne vers toi, vous vers Meg en tant qu'éditeur de logiciels et les mains dans le cambouis justement de la technologie. Quels sont les principaux freins que vous identifiez et comment faire pour les surmonter ? Je pense que Magali a tout dit. Voilà, elle a tout résumé. On a un problème de fond qu'on constate, c'est comment transformer une DSI qui a été construite pour servir un nombre d'utilisateurs bien défini, dans un cadre bien fermé, avec une organisation silotée, ouvrir tout ça pour communiquer avec des nouveaux partenaires, avec des gens qu'on ne connaissait pas dans le passé, qui ne font pas le même métier. Donc le vrai challenge aujourd'hui qu'on voit dans les DSI, c'est comment faire cohabiter ce legacy avec des nouvelles technos. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, tout le monde pensait qu'il y avait une baguette magique, on allait appuyer sur le bouton et le legacy allait disparaître et puis il y avait la nouvelle techno qui allait le remplacer. La réalité, c'est que le legacy ne doit pas disparaître parce qu'on en a besoin pour servir le métier traditionnel dont parlait Magali et Pauline. On doit gérer des contrats, on doit assurer des risques, etc. Mais il faut qu'on arrive à introduire, à faire coexister en même temps ce legacy avec des nouvelles technos. Des nouvelles technos qui sont soit de la techno pure, soit de la techno emballée dans des cas d'usage, ou faire par des insurtech ou par des producteurs dans le monde de la plateformisation, ou de la techno qui doit être emballée autour de plateformes low-code, no-code, qui permettent de créer soi-même. Voilà. Et le gros challenge, c'est comment faire coexister tout ça, sachant que les budgets, la réglementation et plein de contraintes sont encore là, et offrir rapidement des vraies solutions à des vrais cas d'usage. On ne doit pas rentrer dans des projets de 12 mois, 14 mois, etc. Il y a une vraie attente à ce qu'on livre rapidement des vraies choses à des utilisateurs qui ne sont pas nécessairement des utilisateurs identifiés. Donc on ne parle plus de specs détaillés, etc. On va parler d'expérience, mais voilà, la pierre à casser, c'est comment faire coexister ce legacy et introduire la bonne dose de technologie à la bonne vitesse. Voilà. Merci beaucoup. Et alors après tout ce constat où on voit qu'il y a quand même des bonnes volontés mais que c'est difficile, comment ça se passe chez toi Erwan, à Emma? Quelle est votre stratégie justement de partenariat et de plateformisation? Ouais, merci de m'avoir invité pour témoigner, c'est sympa. J'ai été étonné de ne pas être nommé dans les meilleurs assureurs de la place sur le marché. Non, plus sérieusement, effectivement, c'est pas un sujet qu'on découvre. Grosso modo, les assureurs, on a 10 ans de retard sur les banquiers déjà sur le sujet, qui ont eux-mêmes certaines années de retard sur le reste de l'économie. Donc, c'est un sujet qu'on voit évoluer.
En tant que gros assureur traditionnel, nous, on est plutôt en deuxième lab, mais on regarde ce qui se fait et on applique après les recettes du succès. Ce qui est sûr, c'est que notre premier gros sujet, c'est la plateforme technique. Aujourd'hui, clairement, on n'a pas les moyens d'être aussi agile que ce que demandent toutes les startups, tous les partenaires, et on ne peut pas connecter à la volée un certain nombre de services. On voudrait le faire, on voudrait aller plus vite, mais malheureusement, ce n'est pas possible avec l'informatique que l'on a. Et c'est pour ça qu'on a lancé il y a déjà 2 ans un gros programme de refonte complète de notre stack technique qui va nous permettre très prochainement d'être au niveau, voire même en avance par rapport à ce qu'on peut constater aujourd'hui sur le marché. Et on pourra entamer donc vraiment et mettre en place la stratégie de plateformisation sur un système producteur-distributeur démultiplié où finalement on est capable de distribuer différents produits et on est capable de sourcer ailleurs sur certains produits qu'on ne saurait pas faire, notamment dans le cadre de la constitution du groupe AEMA qui regroupe Aesio, Massif et maintenant Abeille Assurance, Aviva. Et où on va pouvoir synergiser un certain nombre de distributions de produits via les différents canaux de distribution. Et puis ensuite, en dehors de l'assurance, offrir à nos sociétaires adhérents des services complémentaires dans les bons moments et dans les moins bons moments de la vie pour les protéger, les accompagner, en mettant en place des solutions qui viennent en complément de nos produits d'assurance. Donc voilà, ça c'est à venir. L'enjeu, vous l'avez dit, et je ne veux pas redire ce que vous avez dit, mais la sélection des partenaires, il faut que, encore une fois, on ait une marque forte, on a des marques fortes, on va pousser des partenaires qui partagent nos valeurs, des valeurs mutualistes, qui sont quand même assez particulières. Voilà, on véhicule un certain nombre de messages et de valeurs auxquelles on croit, et il faut que les partenaires adhèrent et soient capables de relayer ce qu'on apporte. Je le fais court. Merci beaucoup. Donc, on espère que dans la prochaine liste d'Eric, on retrouvera AEMA l'année prochaine. Alors, pour conclure, du coup, Selma, toi, justement, ta solution KMS, elle est en plein là-dedans. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que vous faites et comment vous répondez à un certain nombre de ces enjeux ? Oui, très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, chez KMS, on croit beaucoup à la plateformisation, à la payisation, etc. Et donc pour nous, il y a 2 enjeux majeurs. Le premier enjeu, c'est l'accélération du time to market, accélération des lancements de produits, accélération de la distribution. Et le deuxième enjeu, c'est les partenariats. Vous avez tous parlé des partenariats, donc c'est un grand sujet. Et c'est vrai que sur ces 2 axes-là, chez KMS, ce qu'on a fait, c'est pour le lancement de la plateforme de distribution chez Aesio Massif. Donc il fallait en 6 mois commercialiser un premier produit qui a été l'obsèque, donc avec 2 cultures de vente différentes, avec 4 distributeurs différents. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait. Alors quand je dis on a fait, c'est pas KMS seul, c'est KMS avec plusieurs acteurs du marché. On a réussi à délivrer. Et partant de là, donc on a eu l'idée de lancer KMS Service Hub avec plusieurs partenaires comme Finance Innovation, PwC. Et donc là, l'idée, c'est de dire qu'on a tous des API, les différents acteurs, que ce soit des startups ou des acteurs innovants qui ont des plateformes. Et donc, c'est comment connecter tout cet écosystème-là pour fournir des use cases tout près aux assureurs qu'ils peuvent challenger et du coup faciliter l'intégration dans leur existant. Le legacy, c'est quelque chose dont tout le monde souffre un peu, mais il faut pouvoir s'y connecter et ça, on le fait grâce à tous les nouveaux protocoles, les nouvelles technologies et surtout grâce à des API personnalisables pour pouvoir accélérer tout ça. Super, merci beaucoup Selma. Et alors pour conclure cette table ronde, je vais appeler David qui va nous faire un petit wrap-up de tout ce qui s'est dit.